On se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 2 du mois d'octobre. On va essayer d'être concise de manière à ce que ça aille vite, parce que je pense que pour la plupart, voire la totalité des livres que je vais évoquer ici, j'en ai longuement parlé en vlog, et de toute façon je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Nous allons attaquer cette vidéo avec une excellente lecture que j'ai absolument adorée, et c'est Station Eleven d'Emily St. John Mandel que j'ai lu en numérique avant d'attaquer La Mer de la Tranquillité que j'ai reçu en SP. Donc je voulais d'abord lire Station Eleven puisqu'on m'avait dit qu'il y avait des liens avec La Mer de la Tranquillité. Je vous le dis tout de suite, oui et non, peut-être pas suffisamment pour... Enfin, en tout cas, il n'y a pas suffisamment de lien entre les deux pour ne pas comprendre La Mer de la Tranquillité si on veut le lire sans commencer par Station Eleven. Peut-être que lire L'Hôtel de Verre serait plus intéressant puisqu'il est évoqué dans La Mer de la Tranquillité, alors que Station Eleven, pas vraiment. Bref, Station Eleven, c'est un post-apocalyptique où on va démarrer sur une scène de théâtre, magnifique inception de tout ça, bref, et on va suivre un acteur qui va faire un infarctus sur scène, un infarctus ou un AVC, je ne sais plus. Bon bref, en tout cas qui va mourir sur scène. Ça va être totalement et parfaitement par hasard le début de la fin de l'humanité, puisque un des personnages qui a fait une formation de premier secours, qui va essayer de l'aider, va repartir vers chez lui et il va être contacté par un ami docteur qui travaille à l'hôpital qui va lui dire en gros de faire des réserves et d'aller se planquer parce que la grippe qui sévissait en Russie est arrivée au Canada et que tout le monde est en train de mourir et que les gens qui sont arrivés au matin sont déjà morts, donc ça sent très très mauvais. À partant de là, on va être sur différentes temporalités, c'est mené de main de maître, je vous le dis, puisque on va suivre du passé, différents moments du passé, plus ou moins proches, plus ou moins éloignés du point de l'an zéro, en fait, en quelque sorte, hein, donc la fin de la civilisation. Et on va suivre le présent, ce qu'on pourrait considérer être le présent, où là, par contre, il y a plus ou moins qu'une seule temporalité de mémoire. Et on va suivre ces personnages, suivre des personnages, parfois en voyant directement les liens, parfois pas. Et les liens se créent à travers des objets, à travers des noms, à travers des hasards. Et c'est tellement, tellement, tellement bien fait. J'ai tellement adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment mené, mais d'une manière incroyable. Parce qu'à la fin, tous les liens sont faits et tout est clair. J'ai trouvé que l'autrice avait un parti pris qui était hyper intéressant puisqu'on va pas être sur un post-apo où on va directement parler de survie et de survie pratique. Là, on va parler beaucoup plus de survie de la civilisation et de survie intellectuelle avec des communautés et des humains qui essaient de s'organiser pour proposer quelque chose qui permette d'aller au-delà de la survie en fait et de vivre, voilà. Donc on a cette troupe de théâtre slash musiciens qui se baladent sur un espèce d'itinéraire qu'ils ont créé au fur et à mesure du temps, puisqu'une vingtaine d'années s'est écoulée, je crois, depuis l'an zéro. Et voilà, fait des représentations à travers le Canada, les États-Unis, je crois d'ailleurs. Et donc on va les suivre, faire des représentations, voir l'évolution de tout ça, puisque d'une année sur l'autre, quand ils passent, des communautés ont disparu, d'autres se sont créées, certaines se sont renforcées, certaines n'ont pas tellement changé. Bref, on va suivre un petit peu plein de gens à travers le regard de cette troupe itinérante et on va suivre aussi des gens qui sont sur des points fixes. C'était vraiment absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce parti pris qui pourrait sembler élitiste mais qui ne l'est pas du tout au final dans la manière dont c'est traité. Eh bien, de ne pas juste survivre. L'importance de l'intellect, l'importance de se raccrocher à des choses au-delà des besoins quotidiens. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très juste et très vrai, parce que ces moments de musique, ces moments de théâtre, de Shakespeare qui sont proposés aux gens, permettent à, permettent à tout le monde, en fait, de s'évader, de penser à autre chose, voilà, de sortir justement de ce quotidien assez dur, assez rude, même si on est assez longtemps après maintenant, et que la vie a repris ses droits nécessairement. Mais c'est important en fait, et c'était bien fait, c'était intelligent, c'était bien mené. J'ai trouvé qu'il y avait une réelle en fait sensibilité dans ce choix de point de vue, dans ce choix de traitement de post-apocalyptique, une vraie sensibilité humaine finalement, et on prend du recul par rapport à l'horreur du quotidien pour proposer autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses horribles qui se passent, il y en a, mais le parti pris de base, c'est quand même cette survie de la civilisation. On va aussi suivre tous ces gens dans le passé, tous ces fils narratifs
se croisent, se mêlent, se mélangent, parfois sont en parallèle et tout prend peu à peu du sens et c'est génial et on a envie enfin moi en tout cas personnellement, j'avais envie de suivre chacun de ces personnages. Aucun ne m'a lassé, il y en a aucun qui ne m'intéressait pas et j'ai trouvé que c'était, ouais, c'était génial de bout en bout. C'était un post-apo qui était hyper intelligent. La fin, peut être extrêmement frustrante et abrupte, mais moi j'ai trouvé que c'était hyper intelligent et que c'était, c'est quelque chose qui fait résonance en fait avec ce que je viens de dire, donc avec la mer de la tranquillité que je viens juste de terminer. C'est que c'est quelque part, tout le temps un peu la fin du monde et c'est, tout le temps un peu aussi le renouveau de l'humanité, en tout cas de la civilisation et c'est ça pour moi que cette fin de cet ouvrage qui peut être un petit peu frustrante quelque part, nous dit. C'est que la vie continue après le livre en fait. La vie continue toujours après et il y a toujours autre chose jusqu'à ce qu'il y ait plus de terre, voilà, mais sinon la vie continue toujours et c'était hyper intelligent. J'ai adoré, j'étais, embarquée dans cette histoire, je j'étais à fond et j'ai trouvé que voilà, c'était, bien écrit, bien traduit. Je vous remets le traducteur ou la traductrice ici et j'ai adoré. Donc je vous recommande vraiment, vraiment vivement ce post-apo qui n'est pas trop, trop violent, qui n'est pas trop, trop dur. J'en ai lu des bien pires. Il y a quand même ce sursaut d'espoir, d'humanité et de positif dans tout ça. Et il y a des liens très positifs qui vont se créer et qui font que même si c'est dur et c'est violent, au final, ça n'est pas tellement plus que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans l'actualité, dans le monde. Donc allez-y peut-être, enfin allez-y si vous sentez que vous en êtes capable et que voilà, les post-apo vous rebutent pas et que vous aimez bien ça. Allez-y. Ensuite, en octobre, j'ai lu Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis, qui est un jeunesse, qui était vraiment une très chouette lecture. C'est un livre qui est à moitié un roman graphique, à moitié un roman plus classique. L'importance des illustrations est aussi grande que l'importance du texte et c'était hyper hyper intelligent. Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est très court, ça se lit très vite et ça pourrait vous spoiler et vraiment je pense qu'il faut se lancer tel quel et se laisser porter. En gros, on va être dans un petit village très très reculé, très éloigné, où un jour un cirque va arriver en disant on a un monstre, un vrai monstre, et ce soir, pour l'unique représentation du cirque dans le village, on va vous le dévoiler. Et donc le petit garçon qu'on suit qui s'appelle Otto va aller au spectacle. Et quand le rideau va se lever, il va voir ce qu'est ce monstre et il va être touché par sa détresse. Et je ne vous en dirai pas plus. Et c'est vraiment, je pense, un roman extrêmement intelligent pour les enfants. Pas que pour les enfants, on s'entend mais soit. Très intelligent pour les enfants parce que ça permet de discuter de beaucoup de questions très concrètes et en même temps assez philosophiques de par le biais qui est choisi dans ce livre. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont assez effrayants, donc à vous de voir la sensibilité de vos enfants ou des enfants de votre entourage. Mais même pour vous, lisez-le parce que pour moi, c'était un petit... c'était surprenant et c'était une petite pause en fait dans des lectures peut-être assez dures. C'est pas que c'est pas dur, ça a un côté un peu dur quand même, ça parle quand même d'harcèlement, etc. Mais ça a un côté aussi un peu réconfortant, je trouve, et beau en fait. Donc ouais, c'était vraiment une très chouette lecture que j'étais très contente de découvrir. J'ai été ravie de découvrir la plume de Stéphane Servant en plus jeunesse que ce que j'avais pu lire de lui jusqu'à présent. Et j'ai été convaincue par cet ouvrage qui est à la fois beau, qui est à la fois intelligent, qui est à la fois bien écrit et qui est touchant en fait. Donc ouais, franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. En revanche, ne le feuilletez pas, ça pourrait vous spoiler et ça serait extrêmement dommage. Encore une fois, lisez-le au fil et laissez-vous porter, c'est vraiment une lecture très rapide et je pense que ça vaut le coup de ne pas en savoir grand-chose. En octobre, en lecture commune avec Pénélope, nous avons lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic qui est très très joli, j'aime beaucoup cette couverture qui dit beaucoup de choses sur l'ouvrage, je trouve. Dans Du thé pour les fantômes, on suit, alors c'est assez complexe à résumer, je trouve, mine de rien, on suit deux sœurs qui sont jumelles, donc qui s'appellent Félicité et Agonie. Félicité est celle qui est sortie en premier, Agonie est la suivante. Et on va suivre en fait elles et leur mère et leur histoire depuis toujours. On est sur une ambiance très particulière. On est à Nice, mais pas dans le Nice balnéaire que l'on peut connaître, dans le Nice montagne, dans le Nice perdu, dans le Nice éloigné, où il fait beaucoup plus frais, avec des bergeries, avec des tout petits villages très renfermés sur eux-mêmes. Et on est vraiment dans une ambiance très différente de ce à quoi on peut s'attendre quand on pense à Nice. Et c'était génial parce qu'il y avait ce côté légende de montagne, légende, voilà, comment vous dire, les légendes qui vont de bouche à oreille depuis des générations et des générations.
et on suit ces 2 sœurs qui, ont pas été élevées et aimées de la même façon par leur mère qui est assez mystérieuse, qui s'appelle Carmine et qui ont, une relation qui est quand même relativement compliquée parce que d'un côté, il y a Agonie qui est rejetée, qui est mal aimée, qui a une vie très difficile, assez douloureuse et qui se raccroche beaucoup, beaucoup à Félicité et on a Félicité qui s'emprisonne au fur et à mesure du temps dans ce devoir qu'elle sent peser sur ses épaules vis-à-vis de sa mère et de sa sœur, à devoir être là, à devoir leur apporter l'amour, l'affection, etc. Et je ne vous en dirai pas plus, mais on va petit à petit détricoter toutes ces relations, tous ces secrets de famille depuis plusieurs générations en arrière. Et le tout est enrobé à la fois d'un narrateur assez présent, qui se détache pas mal de sa narration et qui fait des remarques assez cyniques, assez drôles, qui apporte une touche d'humour, parfois un petit peu d'absurdité, qui relève et qui permet une certaine légèreté dans des thématiques très très dures et très très lourdes. Il faut pas se mentir, hein, les thématiques autour des relations intrafamiliales sont souvent très dures. Et ce narrateur apporte vraiment cette légèreté et cette touche en plus, cette touche de fantastique quelque part aussi parce que lui relève la magie et le fantastique des choses et vous permet de les voir et de les observer comme un humain qui n'a pas de pouvoir magique et ça donne un point de vue de lecture un peu différent, je trouve, que quand on lit juste une histoire de fantaisie en fait. Et oui, et cette magie qui existe mais qui n'est pas franchement non plus très connue, qui est assez cachée, assez secrète, avec Félicité qui est passeuse de fantômes, avec Agonie qui a cette espèce de malédiction qui fait que dès qu'elle parle, des papillons s'envolent de sa bouche à chaque mot qu'elle prononce et vont se poser pour faire pourrir et détruire tout ce qu'ils touchent. Et, hum, et voilà, franchement, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'ambiance était excellente, vraiment. On est dans une ambiance qui est à la fois très brumeuse, très sombre, très froide, et en même temps avec ce côté parfois, comme je vous disais, un peu absurde, un peu léger, un peu décalé, qui fait du bien et qui permet de créer une espèce d'hétérogénéité, mais très bien menée. On a une écriture qui est excellente, qui est millimétrée, qui est Enfin, pour moi, l'autrice a un talent d'écriture incroyable. Elle arrive à mener des fils narratifs et à remonter le cours de ces fils narratifs de manière excellemment bien menée. Je trouve qu'on ne se perd pas dans le récit, même si je peux comprendre que ce soit le cas. Je trouve que c'est quand même relativement clair. Et on a aussi cette histoire qui est avec des thématiques hyper importantes, hyper réalistes, hyper concrètes, mais cet enrobage de magie, de fantastique, qui permet d'aborder les choses un peu différemment. Bref, excellent ouvrage qu'on a adoré avec Pénélope. On l'a lu avec une amie de Pénélope qui l'a beaucoup aimé aussi. C'était une ambiance vraiment très particulière et je pense que je le relirai, pas tout de suite, mais peut-être d'ici un an, quand j'aurai commencé un petit peu à oublier les subtilités pour me remettre tout ça en mémoire et peut-être découvrir des choses que je n'ai pas pu voir à la première lecture. Et c'est, je pense, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses à côté desquelles je sois passée parce que ça reste quand même un ouvrage qui a des petites complexités dans la manière dont les choses sont traitées, et c'est ça aussi qui est bon, je trouve. Donc, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé que c'était à la fois beau, à la fois dur, à la fois fort, à la fois intelligent, bien écrit, ça vous emporte, ça vous emmène, ça vous transpose dans un autre univers, alors que pourtant c'est notre univers à nous, ça c'est notre réalité à nous, et c'était très 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 fort. J'ai également lu en octobre, mais je ne sais plus où j'ai mis le livre, j'ai dû le ranger, Malou d'Ivré de Gwen Guillain. J'ai fait une chronique sur Instagram, j'en ai pas mal parlé en vlog, donc je vous remettrai ça en barre d'infos aussi. Malou d'Ivré, c'est un SP que j'ai reçu de la part de Folio SF, donc je remercie Clara pour cet envoi parce que c'était une très très chouette découverte. On va suivre le personnage de d'Ivray, qui est une petite fille qui est au service de la sorcière Malou, qui est une sorcière plutôt de conte de fées, ce genre de sorcière qui troque des services contre des premiers-nés, si vous voyez ce que je veux dire, et qui se sert de Malou pour faire sa basse besogne, et qui fait tout pour que Malou n'ait pas d'histoire, au sens où elle n'a pas de passé, elle n'a pas d'existence propre, elle est uniquement la servante de Malou, et elle n'est là que pour ça, et Malou fait tout pour que ça dure comme ça. Sauf qu'Ivray va commencer un petit peu à tirailler, ça va tirailler dans elle, et elle va commencer à se rebeller. Ce que j'ai adoré dans Malou d'Ivray, c'est que d'une part, l'écriture est vraiment d'une très grande qualité, mais très complexe. Je vous recommande malgré tout de le lire en étant assez reposé. C'est pas une lecture qui va être page turner et qui va être hyper accessible. On est actif quand on lit Malou d'Ivray. On peut pas être un lecteur passif. Mais j'ai adoré l'écriture. J'ai beaucoup aimé tout le côté méta de la chose, c'est-à-dire le conte qui s'observe, le conte qui fait émerger des personnages qui sont à l'origine des idées ou voilà, des choses abstraites, qui fait des personnifications hyper intelligentes.
typiquement le personnage Don, O-N, qui est le fameux On dit, et j'ai adoré ça, même de toute façon, de manière générale, le personnage d'Ivray, c'est un petit peu ça aussi. J'ai adoré ce regard sur le conte aussi qui est porté, c'est la réutilisation de stéréotypes et de personnages stéréotypés de contes pour faire quelque chose un peu autre finalement. Et j'ai adoré aussi toutes les thématiques en sous-texte très réalistes et très proches de ce qu'on peut connaître, notamment de relations intrafamiliales, de relations en tout cas d'enfants à figure maternelle pour le Ivray et Malou, mais il y en a d'autres qui sont hyper intéressantes. Et aussi tout l'aspect petit village et justement les on-dit des petits villages et ce que ça implique. Bref, c'est très court, mais ça ne se lit pas si vite que ça. Et c'est assez complexe, mais très intelligent, et ça vaut le coup. Et ça, c'est vraiment typiquement une lecture que je referai parce que je suis absolument persuadée à 100% que je n'ai pas tout saisi à la première lecture et que ça méritera une deuxième lecture que je referai avec très grand plaisir l'année prochaine. Encore une fois, je pense que je vais laisser passer une petite année, mais je relirai avec grand plaisir Malou d'Ivray parce que je trouve que c'est vraiment hyper, hyper intelligent. Je vais pas tellement plus développer parce que c'est une lecture qui, malgré tout, est courte, qui n'a pas forcément, comment vous dire, qui pourrait vite être spoilée. Et c'est pas l'objectif. Je pense que ça peut se découvrir. Il vaut mieux le découvrir au fil de la lecture. Mais tentez-le si vous vous sentez capable de lire quelque chose qui est relativement complexe, mais très intelligent, avec beaucoup d'inception, de méta, quoi, de regard sur les choses qui se regardent elles-mêmes et qui se critiquent elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire parce que c'est très très bien fait. Encore 2 livres à vous présenter et vous allez voir qu'on est sur 2 publications à la Talente de qualité. J'ai lu Le premier jour de paix d'Elisa Béram en lecture commune avec Emmeline. Ça fait la deuxième ce mois-ci. On va partir, je pense, dans des lectures communes assez récurrentes parce que on aime bien lire ensemble. Le premier jour de paix d'Elisa Béram, c'est un post-apocalyptique avec 3 parties et 3 points de vue qui vont être adoptés. Et c'était hyper intelligent. En gros, on est sur, je sais plus combien de temps après, je pense une centaine d'années après différentes catastrophes climatiques. Oui, c'est ça, 2098. Peut-être pas une centaine d'années, mais bon, voilà, c'est que ça a commencé à partir en cacahuète au début du 21e, comme nous, en gros. Et il y a eu pas mal de grands exodes de population parce que, tout simplement, plein de régions du monde ne sont plus habitables en l'état. Elles sont devenues désertiques, trop sèches, etc. Bref, on va être sur 3 parties. Une première partie dans une petite communauté avec des questions très locales, de rapports entre les gens, de problématiques très locales, de violence, etc. Une deuxième partie où on va suivre un personnage qu'on voit dans la première partie qui va être plus sur des questions de médiation plus générales parce qu'il y a le personnage en fait est une espèce de médiatrice, il y a un nom mais je me souviens plus, et elle va aller de communauté en communauté pour régler les problèmes et éviter les conflits meurtriers entre les gens. Et c'est un peu moins local, un peu moins précis, mais ça reste sur une échelle humaine, puisque c'est ce qu'elle peut faire, elle, en tant qu'individu. Et une troisième partie qui va être beaucoup plus éloignée, puisque là, on va être sur aussi de la médiation, mais entre les grands territoires du monde, qui ne sont plus des pays, qui sont découpés en 4 grands territoires. Et donc, essayer de chercher une solution à grande échelle, à l'échelle politique générale, pour que ça puisse s'appliquer de manière assez logique sur les plus petites communautés, et ainsi de suite. Donc on est dans un questionnement autour de la paix, de la recherche de la paix et du vivre ensemble. Et pas, là on ne parle pas du vivre ensemble très joli langage politique qui ne veut rien dire, on parle du vivre ensemble concret et réel quand il n'y a plus de ressources, quand il y a évidemment des conflits qui naissent entre les communautés, voire même au sein d'une même communauté parce qu'il n'y a plus assez de ressources, parce que la vie est dure et parce que c'est pas évident de trouver à boire quand ça fait 6 mois que c'est la sécheresse, ce genre de choses. Ceci étant dit, c'est assez positif malgré tout parce que on va tendre vers cette paix et vers cette compréhension mutuelle entre les humains, vers cet effacement des frontières, cet effacement des lignes imaginaires qu'ont tracées les humains pour délimiter des territoires de manière extrêmement arbitraire. Ce livre a été comparé à du Becky Chambers. Je préfère vous prévenir, ça n'est pas du Becky Chambers. Ça n'est pas franchement la même chose. Là où on peut trouver peut-être une comparaison qui, à mon sens, se tient, c'est dans l'ambiance générale, en termes de diversité, de représentation et de volonté de positif, en fait, de tirer quelque chose de positif de tout ça. Il y a un petit quelque chose, effectivement, mais ça reste très léger, ne vous attendez pas à lire du Becky Chambers, je vous le dis tout de suite. Autre point qu'on peut peut-être rapprocher
et je l'ai déjà dit en vlog, c'est que finalement, cet ouvrage, c'est quelque part l'avant Becky Chambers. C'est ce moment où les humains ne veulent plus être dans le conflit, dans la guerre, dans la haine pour des motifs futiles, parce que là, la seule chose qui compte, c'est la survie de l'humanité et de ce qui reste de l'humanité. Donc on est peut-être dans l'avant Becky Chambers, c'est-à-dire que Becky Chambers, c'est X siècles beaucoup plus loin, où tout s'est mis en place et tout roule et tout fonctionne, typiquement un psaume pour les recyclés sauvages. Et là, on est un peu avant, enfin quand même pas mal avant, mais après notre ère à nous où c'est n'importe quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est encore une fois un point de vue, je vous dis encore une fois parce que je viens de parler d'un autre post-apo il y a pas longtemps, mais peut-être pas... Bref, c'est pas grave. C'est un post-apo qui est assez différent, je trouve, de ce que j'ai pu lire, parce que même s'il décrit des choses dures, violentes, pas toujours positives, il y a cette volonté de tendre vers le mieux, vers l'amélioration des choses, et c'est intéressant, c'est intelligent, et surtout, c'est applicable à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, des politiques internationales étaient mises en place pour que tout le monde puisse avoir accès à des ressources, pour que tout le monde ait les mêmes droits en termes d'éducation, de nourriture, de logement, de tout ce que vous voulez, d'accès aux soins, etc., ça serait faisable. Ici, on est dans le capitalisme qui s'est pété la gueule, et donc ça peut fonctionner, ce qui n'est pas le cas pour nous, puisque nous, on vit dans l'ère du capitalisme. Donc c'est hyper intéressant parce que à la fois ça traite du futur, mais ça parle du présent aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande vivement cette lecture. C'est court, ça se lit bien, c'est intelligent, c'est intéressant. C'est vrai que, justement, c'est 3 parties, donc ça fait vraiment des toutes petites parties, mais ça dit ce qu'il faut, je trouve, et ça donne ce qu'il faut, et même si on a envie d'en avoir plus et d'en savoir plus, ça donne ce qu'il faut. Voilà. Donc à vous de voir, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était hyper intelligent et c'est vraiment une lecture qui m'a laissé une sensation assez forte et des impressions très fortes en fait, qui sont restées malgré les semaines qui se sont écoulées. Donc c'est une lecture que je vais garder et que je me note dans les relectures éventuelles à faire dans X mois parce que j'ai beaucoup aimé. Dernière lecture dont nous allons parler et je vais vous laisser, c'est Entre les méandres de Niveau, qui est le 3e volume a priori sur 5 des archives des collines chantantes. Donc il y a 4 volumes publiés en VO, 3 en VF, le 4e sera traduit d'ici quelques mois, et un 5e a priori qui est sorti ou qui va sortir en VO. Entre les méandres, ça va parler un petit peu comme tous les autres finalement précédents de notre Adelph Chi qui se balade et qui essaye de noter des histoires, de noter des mémoires, de noter des choses qui ont pu se passer à travers son univers, dans le passé, dans le présent, etc., pour conserver tout ça aux archives des collines chantantes. Et ici, on va être entre les méandres, comme le titre l'indique, donc d'un fleuve ou que sais-je, et on va parler principalement de Yi Lalé, qui est un personnage du passé assez intéressant. Et bref, je vais pas trop vous en dire parce que c'est très très court, ça se lit très vite, mais sachez que j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'aime beaucoup les variations d'ambiance d'un volume à l'autre. J'aime beaucoup la manière dont les narrations changent d'un volume à l'autre. Il y a des narrations qui vont être beaucoup plus linéaires. Typiquement, le premier, il y avait une interlocutrice qui racontait différents épisodes du passé. Le deuxième, il y avait comment vous dire, un peu affrontement de narration et c'était très intéressant. Et ici, c'est encore autre chose avec différents interlocuteurs qui vont raconter leur version de certaines histoires et qui vont se confronter à la réalité à un certain moment, mais je vous laisserai découvrir. Bref, je suis une grande fan de cette saga, de cette série, parce que je la trouve intéressante, autant d'un point de vue représentation et diversité, que d'un point de vue, comment vous dire, diversité des ambiances, diversité des choix des personnages, des interlocuteurs, des interlocutrices, que d'un point de vue écriture, que d'un... Enfin bref, pour moi, c'est une saga doudou en fait. C'est très confortable, c'est très doux. Il y a des choses violentes qui se passent, encore une fois, c'est pas tout beau, tout rose, mais l'ambiance générale est assez douce et assez réconfortante et je m'y sens bien. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment un rendez-vous que j'apprécie énormément. Et ça va faire partie, je pense, encore une fois, je le redis, mais comme beaucoup de lectures que j'ai aimées, de ces lectures que j'aurais envie de relire parce que cette ambiance est très particulière, très réconfortante, très intéressante parce que c'est de la fantaisie, c'est pas franchement notre univers à nous, donc ça a ce côté qui vous embarque dans autre chose. Et il y a toujours cette réflexion sur la narration, sur la mémoire avec un grand M, le passé, les souvenirs, comment ça évolue, comment certaines choses sont racontées de bouche à oreille et évoluent, et en fonction de 2 interlocuteurs différents qui ont eu 2 versions différentes, et comment se recoupent les choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose
très léger mais très existant sur la manière dont on raconte en fait. Et c'est un livre, enfin ce sont des livres qui parlent de ça, qui parlent de comment on raconte et comment la mémoire perdure à travers le temps, comment les choses évoluent à travers le temps en fonction des différents conteurs qui vont raconter cette histoire ou ces histoires. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui, je pense, fait écho quelque part à ma formation en lettres parce que c'est des sujets qu'on a pas mal étudiés sur voilà l'évolution des histoires, des mythes, des légendes, des narrations, des voilà. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve et dans lequel je me sens bien. Et je peux que vous recommander. Si vous aimez ce côté très conte, très légende, conte parlé, raconté, très, très oralisé en fait, très voilà, un peu à l'ancienne, comme au moment où Grimm, les frères Grimm ont commencé à mettre à l'écrit des contes qui n'étaient que des contes oraux, et ben il y a de ça en fait là-dedans si vous voulez. Il y a cette espèce de tradition du conte et de la légende orale qui va être passée à l'écrit et comment ça va être fait, etc. Le petit personnage du petit oiseau, qui n'est pas vraiment un oiseau, mais je ne sais plus exactement le terme, est aussi hyper intéressant. Il n'était pas tellement là dans le 2, je crois, de mémoire, mais ici, il revient et j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bref, donc c'est traduit par Michael Cabon, qui est un traducteur de qualité de chez La Talente, mais de toute façon, chez La Talente, de manière générale, on est sur des très bonnes traductions, et je vous recommande vraiment de découvrir cette série parce que si vous aimez la fantasy et si vous aimez tout ce que j'ai pu vous dire avant, ça peut vraiment totalement vous plaire et vous embarquer et vous créer cette petite bulle. En plus, c'est court, ça se lit vite, c'est vraiment une petite bulle sur quelques heures qui vous enveloppe de douceur et qui est confortable et voilà, ça fait du bien quoi. Donc, c'est tout pour mes lectures, en tout cas de ce deuxième point lecture. Je vous ai pas mal parlé, j'ai la gorge sèche et j'ai plus parlé que ce que j'avais prévu, mais soit. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si ils sont dans votre wishlist ou si éventuellement vous comptez les lire prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait et que mon contenu vous plaît parce que ça me soutient et c'est chouette et ça permet d'avoir plus de visibilité et donc toujours plus d'interaction. Je vous souhaite une très très belle journée, plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!